Soro Guillaume est bel et bien à Abidjan. Son petit frère prend la parole et rassure les partisans que Dramane Ouattara ne peut rien contre lui. L'information est confirmée. Soro Guillaume est présentement à Abidjan, malgré toutes les rumeurs et toutes les manipulations qui circulent. Pour dissiper toute confusion, son petit frère est monté au créneau et a parlé avec fermeté. Il a tenu à rassurer les militants et sympathisants. Dramane Ouattara ne peut rien contre Soro, ni ses menaces ni ses manœuvres ne pourront empêcher la vérité d'éclater. Le message est clair. Soro est déterminé, il est en Côte d'Ivoire et il reste debout face à l'intimidation. Ses partisans sont invités à garder la foi, à rester mobilisés et à ne céder ni à la peur, ni aux rumeurs savamment entretenues par le régime. Je veux dire, il faut prendre la pleine mesure de ce que nous sommes en train de faire comme lutte. C'est très important. Parce que si tu ne réalises pas ce à quoi tu es confronté, tu ne pourras pas te préparer en conséquence. En fait, c'est ça. Tu vois, si tu ne sais pas l'ampleur de la lutte que tu as à mener, tu ne pourras pas t'apprêter comme il se doit. C'est parce que ce n'est pas de l'amusement. Je vous le dis, cette lutte-là a plusieurs élans. Ok, les intérêts sont trop importants. Trop. La Côte d'Ivoire, c'est la mère pratiquement de tous les pays de l'Afrique subsaharienne, hein, bien évidemment. Vous savez que la Côte d'Ivoire, de par son positionnement déjà, est convoitée. Personne ne veut lâcher la Côte d'Ivoire. Personne. Tout le monde la convoite. Tout le monde veut véritablement avoir son pied, un pied mis sur la Côte d'Ivoire. Et ce sera très difficile si nous ne prenons pas la pleine mesure du combat qui nous attend. C'est un combat, mais d'une grande ampleur. Et ce combat-là ne peut se faire uniquement que par nous, les Ivoiriens. Personne ne viendra le faire à notre place. Moi, je ne suis pas de ceux qui comptent qu'il faut avoir des alliés forcément pour... Non, on n'en a pas besoin. Ok, les pays se sont libérés par eux-mêmes parce que justement, les populations ont compris qu'il fallait libérer le pays. Il fallait se libérer. Il fallait créer des conditions propices pour un avenir meilleur. Parce qu'on sait que nous coulons sous le poids d'une dictature qui ne dit pas son nom. Donc, on ne peut pas rester là amorphe, ne pas comprendre ce qui se passe. C'est vrai, c'est le leader, le président Laurent Gbagbo qui est devant. Mais il faut voir au-delà du président Laurent Gbagbo. Il faut voir ce qu'il est en train de nous montrer. Ce qu'il est en train d'essayer de nous faire comprendre. Quand tu comprends, on n'a plus à t'expliquer. Et tu sais désormais le rôle qui est le sien. Tu sais désormais ce que tu dois faire. Et c'est moi ce que je veux que chacun de nous puisse comprendre. Le rôle qui est le nôtre. Ce que nous devons abattre, accomplir comme devoir pour libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, 80 ans. L'avenir de Laurent Gbagbo n'est plus devant, mais derrière lui. Il a déjà été président. Il est connu dans le monde. Il est honoré. Il est respecté. Il est adulé. Tous les honneurs lui ont été attribués. Je veux dire que ce n'est pas quelqu'un qui lutte parce qu'il attend forcément un lendemain meilleur. Non, il n'en a même pas besoin. Déjà qu'il est là, il se suffit. Mais il le fait pour qui et pourquoi? C'est la bonne question. Ok? C'est la bonne question. Il le fait pour une raison évidente. Il le fait pour nous. Il le fait pour la Côte d'Ivoire de demain. Qui peut parler? Qui peut affronter ce système-là tel que le président le fait? Moi, je pose la question souvent avec mes frères, avec les amis avec qui j'échange. Imaginez-vous un seul instant, le président Laurent Gbagbo n'est pas dans l'arène politique. Qui peut faire face à cette machine redoutable qui représente Ouattara et son système? Qui peut? D'abord, le président n'était pas là. Qui pouvait parler comme ça à Ouattara? Qui pouvait lui dire que toi, tu es un pantin de la France? Tu es obligé d'aller prendre tes ordres en France. Tu es obligé d'aller réfléchir en France. Tu es obligé de conduire par la France. Tu ne décides de rien. Tu es une marionnette. Tu es un vassal. Qui peut le dire? Qui peut montrer à Ouattara que c'est un président fébrile? Que c'est comme un cartoon. Voilà. Qui peut le faire? C'est le président Laurent Gbagbo. Et c'est la vérité. Voilà. Il ne s'agit pas de dire non, on va aux élections. Mais toi, tu peux gagner devant Ouattara comment? Avec quels moyens? Comment? On n'est pas dans un cadre démocratique sain. Mais nous-mêmes, là, nous constatons ça. Tout est biaisé. Il n'y a rien qui est clair. Rien n'est transparent. Tous ceux qui gèrent le processus de scrutin font partie du système. Et toi, tu vas aux élections. Et toi, tu vas gagner ça comment? Par quelle alchimie? Tu comptes sur quoi? Peut-être que nous, on n'a pas toutes les informations, mais il faut nous dire exactement. C'est pas possible. Et ce pourquoi nous nous battons aussi, c'est de créer des conditions transparentes pour les élections. On n'est pas dans un cadre démocratique sain. Mais nous-mêmes, là, nous constatons ça. Tout est biaisé. Il n'y a rien qui est clair. Rien n'est transparent. Tous ceux qui gèrent le processus de scrutin font partie du système. Et toi, tu vas aux élections. Mais toi, tu vas gagner ça comment? Par quelle alchimie? Tu comptes sur quoi? Peut-être que nous, on n'a pas toutes les informations, mais il faut nous dire exactement. C'est pas possible. Et ce pourquoi nous nous battons aussi, c'est de créer des conditions transparentes pour les élections. C'est de créer un cadre propice et sain à un processus électoral, mais sans embâche. C'est ça aussi la lutte. Donc il ne suffit pas de se
targué d'être l'homme de la solution. On ne cherche pas l'homme providentiel. Ah, je vous l'ai dit. Ouattara s'est proposé comme l'homme providentiel. L'homme à qui aucun problème ne pourrait résister. Il s'est même fait appeler la solution. Mais vous avez vu, la solution est devenue quoi dans notre main? De vous à moi. Pire qu'un problème. Pire qu'un problème. Parce que l'état dans lequel nous nous trouvons là, c'est empiré 4 fois, voire 5 fois plus. Voilà. Donc on ne cherche pas d'homme providentiel. Ce que nous cherchons, il faut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Il faut enlever tout cela qui nous empêche de pouvoir avancer. Ouattara est un obstacle à notre épanouissement. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Mais tout le monde le voit, tout le monde le sent. Qui défend Ouattara en définitive? Dites-moi. Vous savez, il n'y a qu'un clan qui défend Ouattara. Mais ça dénote clairement que Ouattara n'est pas, je veux dire, n'a pas cette carrure, n'a pas cette envergure nationale. Non, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour les intérêts d'un clan, justement. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, si on veut laisser Ouattara encore au pouvoir, je vous l'ai dit, nous autres là, allons disparaître. Il serait mieux pour nous de chercher une nationalité. Il serait mieux pour nous de chercher notre pays. Moi, je le dis. J'ai malgré tout cette confiance-là. J'ai malgré tout cette foi-là. Que la lutte va aboutir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans douleur. Et puis, quand tu es dans la vérité là, forcément tu réussis. Quand tu fais un combat noble, quand tu es dans une... Bloquez-moi Kandé Wonderful là, bloquez-le. Oh, le laissez commenter même. Bloquez-le, ne le mutez pas, bloquez-le, il n'y a plus qu'il voit le live. Quand tu es dans la vérité, je suis en train de dire, mais c'est clair que tu vas forcément réussir. Laurent Gbagbo là, c'est parce qu'il est dans la vérité qu'il est encore parmi nous. Moi, je suis convaincu de ça. Il ne louvoie pas avec la lutte, il ne ruse pas avec la lutte, il ne se sert pas de la politique comme un moyen de s'enrichir, il ne se sert pas de la politique pour dominer, écraser, marcher son semblable, il ne se sert pas de la politique pour se faire une place au soleil. Non, il utilise la politique comme un moyen de pouvoir permettre à chacun d'entre nous d'être des hommes, d'être dignes, d'avoir au moins de la dignité. C'est ça en fait. Et c'est ça qui est tout à son honneur. Donc, je vais dire, quand vous regardez tout ça, Latouchka, bonsoir. Quand vous regardez tout ça, je pense que c'est justement parce que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité, que rien ne peut lui arriver. Ils ont tout essayé. Qu'est-ce qu'il reste à faire au président Laurent Gbagbo? De vous à moi. Qu'est-ce qu'il reste à faire au président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que les gars doivent lui faire découvrir? Moi, pour moi, le pire qui devait lui arriver, mais c'était le largage des bombes sur sa résidence. Je vous l'assure. 1000 tonnes de bombes sur une résidence. Je vais vous faire une confidence. Je suis allé regarder, m'informer un peu sur la construction de la résidence, parce que c'est le président Oufoué qui l'a construite. En fait, dans les années où il construisait cette résidence, même avec les architectes, même avec les pensées les plus folles, il n'aurait jamais pensé que un jour une bombe va quitter du ciel pour tomber. Non, c'est pas possible. Comment ça s'est fait? Par quelle alchimie? Et puis c'est la présidence, c'est la maison d'un président. Donc bon, on va faire une résidence normale, quoi. Voilà, donc quand ils ont construit cette maison-là, ce n'était pas dans le but de résister à des bombes qui allaient tomber du ciel. Philomène, bonsoir. Comment tu vas? Ce n'était pas dans le but de résister. Donc c'est avec du matériel normal. Tu vois, non? C'est avec... voilà, sans s'enquérir du fait que peut-être un jour, une bombe allait tomber sur la résidence. Vous comprenez? Mais le président Laurent Gbagbo a reçu des bombes. Vous êtes sûr que les bombes qui ont été lancées sur la résidence, là, c'était pour qu'ils vivent? Quand on a vu la guerre de Gaza, non? Quand les bombes, là, sont larguées sur les bâtiments, là, qu'est-ce que ça crée? Les bâtiments font quoi? Les bâtiments s'affaissent. Donc, tous ceux qui sont en bas sont perdus, c'est fini, ils meurent. Parce que si tu as des tonnes, tu as des amas de béton qui te tombent en plein sur la gueule, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Donc les bombes qui ont été larguées sur la présidence, sur la résidence du président Laurent Gbagbo, mais ce n'était pas pour qu'ils vivent. Moi je ne comprends pas. Tu veux que quelqu'un vive et puis tu bombades sa maison. Mais ça c'est drôle, c'est une drôle de manière d'agir pour sauver la vie de quelqu'un. Hein? Vous comprenez? Parce que pourquoi ils le font? Mais il faut faire disparaître le président, c'est tout. Il ne faut plus que Laurent Gbagbo existe. Parce qu'il est le seul, c'est le seul caillou qui arrête toute la machine, tout le fonctionnement. Et c'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tout le plan de la mainmise sur toute l'Afrique subsaharienne, par ces superpuissances-là, il y a une seule personne qui peut être un obstacle à ce plan-là. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'on dit, bon, écoutez,
le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas si vous vous rappelez de sa dernière interview qu'il a fait quand il était dans sa résidence. Il a accordé une interview à LCI. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vient faire la France dans une question de processus électoral? Pourquoi? Parce qu'une élection concerne un pays. Est-ce que quand on vote au Gabon, là, ça nous concerne? Ça nous concerne? Ça ne nous concerne pas. C'est une affaire purement nationale. C'est pas, un vote, c'est pas une affaire internationale. Est-ce que quand on vote en France, nous on se lève pour aller voter en France? On ne peut pas se lever pour aller voter en France. Pourquoi? Parce que c'est du ressort des nationaux. Voilà, ça ne concerne personne d'autre que les Français. Donc, ils se posent la question, mais qu'est-ce que les gars ils viennent faire dans nos élections? Est-ce que c'est à eux d'être juges, partis et arbitres tout en même temps? Jusqu'au point où on peut faire quoi? Mettre des embargos sur des médicaments. Mais Ouattara Senghor, il est sans cœur quand même. Hein. Toi, tu vas mettre un embargo sur médicaments. Mais qu'est-ce que les pauvres populations t'ont fait? Je ne sais pas. Les malades là, ceux qui ont besoin des médicaments, c'est qui? C'est des populations, c'est les personnes qui sont vulnérables. Donc toi, tu mets médicaments, tu mets un embargo sur médicaments. Mais c'est pour tuer. Est-ce qu'il y a une façon de tuer quelqu'un quand le privant de ses médicaments? Ça veut dire que quelqu'un est malade. Tu sais que pour son rétablissement, pour qu'il recouvre la santé, il doit prendre ce médicament-là. Bon, tu sais ça. Il est malade, il a besoin de ça. Et puis toi, tu le prives de ça. Tu t'attends à quoi? Qu'il se porte bien, quoi. Non, tu le tues. C'est tout. Celui qui est malade, il ne prend pas ses médicaments. Mais sa maladie s'aggrave. Et puis bon, sur la route, il meurt. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand tu mets un embargo sur médicaments, là, tu t'attends à quoi? C'est ça, en fait.